Donc, en politique, si vous voulez des discours, demandez à un homme. Si vous voulez des actes, demandez à une femme. Donc cette citation nous vient de nul autre que Margaret Thatcher. Donc comme vous le savez, il s'agissait, en son temps de la première femme de l'histoire de son pays à accéder à la fonction de, 1 ministre, britannique. Donc, pour ceux qui connaissent un petit peu le caractère de Margaret Thatcher, ce n'était absolument pas une féministe. Donc, cette, remarque avait plutôt, pour fonction d'être une boutade, mais j'ai choisi de vous la donner aujourd'hui, cette citation, parce que je trouve qu'elle résume assez bien, la tendance actuelle, qu'ont certains, journaux ou certains commentateurs d'associer un bilan positif en termes, de lutte contre le coronavirus à la présence de femmes aux plus hautes fonctions de l'État. Donc les femmes qui sont généralement, citées dans ces articles très élogieux, qui rendent hommage donc à leur gestion, de, la crise sanitaire. Ces femmes qui sont citées généralement, il y a bien sûr Angela Merkel, l'indéboulonnable et l'incontournable Angela Merkel en Allemagne, Jacinda Ardern pour la Nouvelle-Zélande, Mette Frederiksen pour le Danemark, Erna Solberg pour la Norvège, Sanna Marin pour la Finlande, Katrin Jakobsdottir pour l'Islande et Tsai Ing-wen pour Taïwan. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve dans ces articles? On retrouve, des articles donc qui saluent, la prudence, mais également, le sens des responsabilités dont ces femmes auraient su faire preuve, ce qui aurait permis, d'épargner bien des vies. Il y a même eu une étude, qui a été menée sur la question et les résultats de cette étude, selon les chercheurs, qui se sont attelés à cette tâche, les résultats de cette étude, ça a été, d'établir que pour un pays, il valait mieux avoir une femme, au sommet de l'exécutif qu'un homme, si on voulait avoir de bons résultats en termes de, lutte contre le coronavirus. Pourquoi? Donc selon cette étude, les femmes, concernées ont pris des mesures plus précoces que leurs homologues masculins, notamment en termes de confinement. Elles ont décrété un confinement plus tôt. Elles auraient porté une plus grande attention aux recommandations formulées par les scientifiques, mais leur capacité à communiquer autour de, ces recommandations des scientifiques aurait également été meilleure. Elles auraient effectué un plus grand travail de pédagogie, ce qui aurait, plus incité la population à comprendre, mais également à suivre les règles. Mais aujourd'hui, je vous pose la question, est-ce qu'on peut vraiment affirmer en toute bonne foi qu'il y a eu un véritable facteur féminin dans l'obtention de ces bons résultats? Car bons résultats, il y a incontestablement eu. Par exemple, en Allemagne, on a une population de 83 millions d'habitants, mais on a eu, au final, enfin, c'est un bilan qui continue de s'alourdir, mais à l'heure actuelle, que, entre guillemets, 35 000 morts, là où ses voisins européens immédiatement comparables, quelque part, la France et le Royaume-Uni ont respectivement, enfin en toutes deux, pardon, des populations de 66 millions de personnes et ont eu respectivement 65 000 morts et 75 000 morts. Donc c'est donc 2 fois moins de morts pour l'Allemagne, alors que l'Allemagne compte environ 20 millions de personnes en plus. Mais on retrouve ces résultats, très bons en termes de taux de mortalité, dans les autres pays qui sont cités par, l'étude, notamment en Norvège où il y a eu 449 morts, en Finlande où il y a eu 565 morts et au Danemark où il y a eu 1 389 morts. Et là encore, ces résultats sont à comparer à un autre pays scandinave, la Suède, qui a eu, 10 fois plus de morts environ puisqu'elle a eu, 9 000, victimes à déplorer, là où sa population n'est que 2 fois supérieure à celle de ses homologues scandinaves. Excellent résultat là encore pour la Nouvelle-Zélande, qui a une population de 23 millions d'habitants et qui n'a déploré que 25 victimes, et pour Taïwan, qui a une population de 5 millions d'habitants et qui n'a eu à déplorer que 7 victimes. Mais je vous repose pardon, la question, ces chiffres suffisent-ils à eux seuls à arriver à une telle conclusion? Je pense qu'en la matière, il faut, s'abstenir de foncer tête baissée, il faudrait prendre un petit peu de recul et s'abstenir de tirer des conclusions hâtives. Premièrement,
L'idée même de mettre toutes ces femmes dans le même panier, de les comparer entre elles, je pense pose un petit peu question. Par exemple, si aujourd'hui je devais comparer les économies, par exemple, de l'Australie, de la France ou de la Suède, pour prendre un petit peu des pays, équivalents à ceux qui ont été cités d'études, et que j'avançais qu'ils ont des résultats similaires parce qu'ils sont dirigés par des hommes, je pense qu'on me rirait un petit peu au nez. On me dirait: «Ce n'est absolument pas un critère suffisant pour comparer ces pays, trouver que les résultats économiques sont similaires et en déduire que c'est parce qu'il y a des hommes, à la tête de l'État». D'autant plus que sur les 194, pays que compte notre planète actuellement, seuls 19 sont dirigés par des femmes. On a donc un échantillon de départ qui est minuscule. Je pense qu'on a tendance à penser que comme, les femmes dirigeantes sont plus l'exception que la règle, elles sont donc comparables entre elles. Mais pas du tout. Si aujourd'hui je devais comparer, je ne sais pas, Emmanuel Macron et Boris Johnson et avancer que ma comparaison est pertinente juste parce que ce sont des hommes, pareil, je pense que l'on m'inviterait assez poliment à revoir, gentiment ma copie. Deuxième élément qui est un petit peu douteux dans cette étude, l'idée que ces performances sont, similaires parce que ces pays sont dirigés par des femmes. Là encore, je trouve qu'on compare des pays qui présentent des caractéristiques effectivement qui sont similaires, qui sont communes. Par exemple, les 7 pays que j'ai mentionnés au début de mon discours se trouvent tous dans le classement des 30 pays les plus riches, en termes de PIB par habitant en parité de pouvoir d'achat. Ce sont donc, pour les 7 pays que j'ai évoqués, des pays riches qui sont capables de débloquer des moyens conséquents afin d'endiguer la pandémie. Autre élément, et là je mets un petit peu de côté l'Allemagne, qui est un peu le contre-exemple. En effet, vous le savez, l'Allemagne est un véritable poids lourd démographique, dont on a largement attribué le succès de la stratégie sanitaire à sa capacité à tester largement et rapidement sa population, et ce, dès le début de la pandémie. Donc, si je mets de côté l'Allemagne, sur les 7 pays que j'ai évoqués, 5 d'entre eux ont une population inférieure à 6 millions d'habitants, ce qui est bien moins que les pays qui sont aujourd'hui les plus meurtris par la pandémie en termes de volume, et c'est logique, et qui sont par exemple le Brésil, les États-Unis, la France, le Royaume-Uni ou l'Iran. Par ailleurs, dans la liste des 7 pays que j'ai évoqués, qui sont dirigés par des femmes, on trouve 3 pays insulaires, la Nouvelle-Zélande, Taïwan et l'Islande. Et 2 d'entre eux, l'Islande et la Nouvelle-Zélande, sont non seulement des États insulaires, mais sont également des États insulaires très périphériques, c'est-à-dire que leurs plus proches voisins se trouvent à des milliers de kilomètres de là. Le fait d'être un État insulaire, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie qu'il est plus facile de contrôler les allées et venues, et cela rend également la gestion des flux transfrontaliers beaucoup plus aisée. Autre élément, commun aux pays que j'ai évoqués, on retrouve dans cette liste des 7 pays dirigés par des femmes, des pays qui sont très peu densément peuplés, qui sont la Finlande, la Norvège, l'Islande et la Nouvelle-Zélande. En termes de densité, donc de nombre d'habitants par kilomètre carré de terre émergée, ces 4 pays se trouvent dans une fourchette qui va de 18 habitants par kilomètre carré dans le cas de la Nouvelle-Zélande à 1 habitant au kilomètre carré dans le cas de l'Islande. Vous doutez bien que dans ces conditions, la distanciation sociale est d'autant plus facilitée. La Nouvelle-Zélande se trouve à la 166e position des États les plus densément peuplés, et l'Islande a la 190e position sur 194. Autre point commun, et je suis sûre que ça ne vous aura pas échappé, il y a dans la liste que j'ai égrenée au début de mon discours une surreprésentation des pays scandinaves. Et c'est pertinent, pourquoi? Parce que dans les pays scandinaves, on retrouve un taux de confiance de la population au sein de leurs institutions qui est particulièrement élevé et qui va favoriser le suivi par ces mêmes populations des recommandations qui leur ont été formulées par les autorités sanitaires et politiques de leur pays. Mais on retrouve également dans ces pays scandinaves un modèle social extrêmement protecteur. Et c'est important, pourquoi? Parce que cela signifie que ces populations bénéficient d'une très forte sécurité de l'emploi qui va inciter les travailleurs à se mettre en arrêt maladie dès l'apparition du moindre symptôme, voire lors de ne serait-ce qu'une suspicion de contact avec un patient qui aurait contracté le coronavirus. Ces pays scandinaves se retrouvent également à la confluence de 2 facteurs qui sont très intéressants. C'est que, comme je l'ai dit, ce sont des pays très peu densément peuplés, donc la population dispose d'un espace très considérable,
ou se diffuser, mais il y a également un brassage, un contact social qui n'est pas du tout comparable à, je ne sais pas, les mœurs espagnoles ou italiennes qui favorisent le contact physique, où il y a beaucoup d'embrassades. Ce sont des pays où les relations sociales sont beaucoup plus froides et là encore, cela facilite la pratique de la distanciation sociale. Et je suis absolument certaine que, la Suède, dont la stratégie sanitaire a aujourd'hui beaucoup de plomb dans l'aile, si elle n'avait pas décidé de faire cavalier seul, si elle n'avait pas décidé de ne pas instaurer de confinement, de ne même pas recommander, le port du masque, je suis sûre que la Suède, si elle avait suivi, la voie de ses camarades scandinaves, la Suède aurait aujourd'hui, des résultats aussi éclatants que ses homologues scandinaves et comme vous l'aurez remarqué, c'est le seul pays des pays scandinaves qui ne figure même pas dans la liste, qui sont dirigés certes par des femmes, mais qui ont aussi obtenu de très bons résultats dans la lutte contre le coronavirus. Donc pour moi, le problème, il repose là, pour la présence des pays scandinaves, c'est qu'il y a beaucoup de femmes dans cette liste parce qu'on retrouve dans les pays scandinaves une culture politique qui est très favorable à la présence même de ces femmes aux plus hautes fonctions de l'État, puisque ce sont des pays extrêmement égalitaires. Et le fait qu'il y ait, des femmes, qui dirigent ce pays n'explique pas forcément le ne signifie pas forcément, pardon, qu'elles sont personnellement à l'origine du succès sanitaire, mais plutôt qu'il y a une culture favorable politique favorable à leur présence, mais qu'il y a également une culture politique favorable à la lutte contre la pandémie pour toutes les raisons que j'ai évoquées. Il y a donc corrélation, mais il n'y a pas forcément causation. Donc, comme vous l'aurez compris, je pense que la situation est beaucoup plus nuancée que cela et que rien ne permet aujourd'hui d'affirmer que la présence de femmes aux plus hautes responsabilités de l'État est en soi un gage de qualité absolue. Il est très difficile de déterminer a posteriori, dans la lutte contre une pandémie, quels facteurs ont été décisifs dans la réussite d'une stratégie sanitaire donnée. Pourquoi? Parce qu'il y a d'une part des éléments structurels, c'est-à-dire qu'il existe une myriade de paramètres à prendre en compte. Donc non seulement ces paramètres sont très nombreux, mais aussi ils se conjuguent entre eux, mais et donc ils s'influencent mutuellement. Et il y a également des éléments, plus ponctuels, c'est-à-dire que les gouvernements vont être amenés à prendre des décisions dans un ordre de succession donné et dont l'efficacité sera extrêmement liée au moment de leur mise en œuvre. Donc comme vous l'aurez compris, je trouve qu'il est très difficile de démêler le vrai du faux dans les articles qui, apparaissent régulièrement de nos jours et qui nous affirment que tel pays a réussi parce qu'il est, dirigé par une femme et qui ont tendance à ériger d'autres pays en exemple absolu à suivre. Bien sûr, la réalité sur le terrain est beaucoup plus complexe que cela et chaque pays, fait face à une configuration qui lui est bien spécifique et qui va donc devoir, avoir recours à des instruments, qui lui sont bien particuliers pour lutter contre cette pandémie. Donc pour conclure, réduire le succès, de, la stratégie d'un pays donné dans sa lutte contre le coronavirus à la présence de femmes au sommet de l'exécutif, c'est trompeur et simpliste. Que la décision, d'imposer un confinement à un stade précoce de la diffusion de la maladie ait fait preuve de son efficacité, je pense que c'est avéré. Et donc on peut raisonnablement l'affirmer. Mais que cette décision soit statistiquement plus probable d'être prise par une femme que par un homme, en l'état actuel de nos connaissances, rien ne nous permet de l'établir avec certitude. Mais j'irai encore plus loin, que l'aversion au risque et que le caractère supposément plus prudent, des femmes soit le critère à l'aune duquel évaluer les chances de succès d'un pays contre une maladie qui engage l'ensemble du capital économique, financier, culturel, politique, logistique et sanitaire d'un pays, c'est tout simplement absurde.